Ça devrait le faire maintenant. Regarde un peu, s'il te plaît. Je pense que l'équipe se charge de... Oui, il y a un autre commentaire qui dit on n'entend rien, c'est normal. Est-ce que Mariam, toi, tu as accès aux commentaires? Mais en fait, j'ai accès, si j'ouvre ma page Facebook à côté, mais je ne sais pas s'il y a une interférence sonore. Ibrahim, est-ce qu'il y a des interférences sonores si j'ouvre ma page Facebook sur mon... Ah, ben voilà, on nous entend apparemment. Ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut reconfirmer? Alors, normalement, ça devrait être réglé. J'ai confirmation qu'on vous entend. Donc, je vous laisse la parole. Et encore désolé pour ce petit problème technique. Pas de souci. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Alors, on nous entend. C'est de retour, on nous entend. Parfait. Bienvenue à tous et à toutes. On va débuter peut-être par dire qu'on va traiter du sujet des dimensions psychosociales que la situation particulière qu'on vit aujourd'hui nous a amené à avoir. Alors, le live se fera avec Mariam et alors avec moi-même.
propose de débuter par une brève introduction, donc une présentation de chacune d'entre nous. Et ensuite par une brève introduction, et enfin on vous laissera la parole par rapport à toutes les questions, les ressentis et les émotions que vous souhaitez nous partager. Je t'en prie, Mariam. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, d'abord à Tine et à Ikram en particulier. Je suis ravie d'être avec vous et de m'enrichir de sans doute les témoignages et les réactions qu'on aura des uns et des autres. Donc moi, très brièvement, je vais me présenter en 2 mots. Je suis intervenante sociale à la base, parce que j'ai un long parcours de médiatrice scolaire, et mon bagage pratique est donc celui qui consiste à suivre les jeunes en décrochage scolaire auprès du juge de la jeunesse. Donc c'est l'intervention, le secteur social et le travail de terrain qui m'a formée avant tout. Et puis, je suis sociologue et je suis actuellement prof à l'université Saint-Louis en sociologie. J'ai fait des recherches à partir de cette expérience de terrain qui m'ont conduite à défendre une thèse en sociologie sur les jeunesses bruxelloises. Encore un mot juste pour dire que à Saint-Louis, je coordonne aussi une formation avec Farid El Asri sur l'islam, qui est là une formation continue et qui combine des éléments de sociologie de l'islam et de théologie. Voilà pour la présentation. Et merci Mariam, un beau parcours. Ce qu'on me dit dans les commentaires, c'est que je vois que nos prénoms sont inversés par rapport à nos photos. C'est peut-être bien de le préciser. Moi, c'est Leïla et alors à côté, c'est Mariam. Voilà. Moi, je m'envoie une toute petite annonce à l'équipe technique, c'est que je ne parviens pas à moi voir les commentaires en direct. Donc, si je ne parviens pas en définitive à les voir, c'est pas grave, on se reposera sur toi, Leïla, qui les suivra dans leur entièreté. Mais si je peux y avoir accès, ce serait formidable. Voilà ma petite annonce. Alors, on me dit que tu es aussi chroniqueuse radio. C'est le qui complète ta présentation, c'est génial. Alors, j'ai la chance, grâce à Salwa Boujour, d'intervenir dans l'émission Arabique, en effet, une semaine sur 2, sur des sujets sociologiques qu'on co-prépare. Donc, je la remercie aussi, je la salue au passage. Okay. Alors, par rapport à moi, donc Bouissra Leïla, j'ai un bachelier d'assistante en psycho avec une spécialisation en psychopédagogie et psychoéducation. Alors, j'ai poursuivi avec un master en sciences psychologiques de l'enfant, de l'adolescent et de la famille que je finalise actuellement. Alors, j'ai une expérience de 8 ans dans le coaching scolaire. Donc, de base, c'était simplement une intervention de cours particulier. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en parallèle de mes études de psychologie, j'ai remarqué qu'il manquait la dimension psycho-affective de l'enfant, de l'adolescent, à savoir donc tout ce qui était estime de soi, motivation, gestion des émotions, gestion du stress, type de personnalité aussi qui est super important. Et alors, voilà, donc lors de mon master, j'ai été amenée à aller au Québec, où j'ai réalisé un stage de 5 mois, où j'étais donc psy à proprement parler. J'ai été formée à la thérapie cognitive comportementale, à la thérapie conjugale aussi. Et à mon retour, je me suis dit pourquoi pas prendre mon propre cabinet. Et donc, ça fait 2 ans que justement je suis dans les lieux. Donc, mon cabinet se situe au centre Champaka. Le centre Champaka, voilà, c'est un centre qui regroupe plusieurs thérapeutes qui ont plusieurs disciplines différentes. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils présentent. Et donc voilà, ça fait 2 ans que je propose et suivis des consultations psy pour enfants, ados, adultes, familles. Voilà un petit peu. Je suis formée à la pleine conscience, à l'intelligence émotionnelle, la communication non violente et
voilà un petit peu. Alors au niveau des présentations, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu veux commencer, Mariam, pour ta petite intervention. Donc, pour rappel, si on a qui nous ont rejoints entre-temps, on disait qu'on s'était présenté, on ferait chacune une brève introduction, et puis qu'au final, on répondrait aux questions. Oui, voilà. Je peux commencer ou tu peux commencer comme tu le souhaites. Je pense que sans doute que nos contributions et ce qu'on va amener, ce sera très différent et ce sera intéressant, complémentaire. Donc, comme tu veux. Ok, tu veux que je commence ? Commence. Ok, ouais, vas-y. Alors, moi, je voulais parler du fait que le confinement, en fait, nous est tombé un peu dessus, un peu de manière improvisée. Et donc, du coup, ça peut être un peu un choc ou voilà. Je pense qu'il faut dire ce qu'il y a. On n'était sans doute pas prêts. Et donc, du coup, ça a pu engendrer en fait des difficultés psychiques. Les difficultés psychiques, finalement, c'est toutes nos émotions. Mais déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur, peur de tomber malade, peur de perdre un proche. On peut être dans une certaine frustration et peut-être colère ou voilà, toutes sortes d'émotions. Pourquoi tout ça ? Pourquoi tant d'émotions ? Parce que le confinement nous a amenés à devoir mettre en place des adaptations. Quelles adaptations ? Les adaptations de type les enfants ne vont plus à l'école, donc les enfants sont à la maison. Au niveau du travail, on a dû peut-être faire des adaptations, donc télétravail, ou alors chômage technique, où là, le chômage technique peut provoquer certaines émotions qui ne sont pas toujours très joyeuses. Et donc tout ça, ça peut, donc comme je disais, amener la personne à être angoissée, à avoir peur en fait tout simplement des suites et de ce qui va se passer. Et en fait, si ces émotions ne sont pas bien gérées, elles peuvent être beaucoup plus augmentées en fait et devenir de réelles difficultés psychiques. Et ainsi de suite en fait, ça peut aller jusqu'à l'addiction et donc on peut aller jusqu'à présenter un syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est vraiment pouvoir gérer ses émotions par rapport à la situation actuelle en fait. Voilà un petit peu par rapport à ça, par rapport au fait qu'en tout cas c'était assez improvisé et voilà, ça nous est tombé dessus vraiment d'un coup. Je pense qu'on n'a jamais vraiment vécu ça en fait, hein, donc voilà un petit peu. Je ne sais pas si toi tu peux en dire un petit peu plus par rapport au fait que on n'a jamais vécu ça, clairement. Écoute, moi je vais compléter un peu. Merci pour ton intervention et pour en effet d'abord le fait de commencer avec l'ensemble des difficultés psychologiques et cette surcharge émotionnelle. J'imagine que les personnes qui vont réagir vont donner des témoignages et des expériences qui vont illustrer ce que tu dis et que ça va permettre une réaction, une discussion. Moi, je vais peut-être aller dans une toute autre direction. Comme ça, on aura aussi un paysage large et ça permettra aux personnes de s'exprimer là où elles ont envie. Donc moi, je prends plutôt ma casquette de sociologue, du coup, et donc, donc je vais plus m'intéresser peut-être à des mécanismes sociétaux plus globaux. Et je voulais dire trois petites choses, lancer trois petites pistes et qu'on voit comment elles peuvent être reprises. La première chose, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, à mon avis, c'est très important parce que ça participe d'un besoin de documenter la situation. Donc ça, c'est le premier élément, c'est ce besoin de documenter le présent. On vit une séquence historique et on a besoin en fait d'avoir des histoires, d'avoir les regards et les expériences des uns et des autres dans cette situation qui sont formalisées. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, on a besoin de ça pour compenser le récit médiatique,
qui se résume à des chiffres, des statistiques, et qui se résume à un discours de gouvernance. Comment retrouver une situation normale. C'est un peu ça, cette espèce de ligne du progrès qui fait le récit médiatique. On a besoin d'autres récits, à mon avis, pour écrire le présent. Deuxième élément, c'est peut-être la situation du Covid. On peut en apprendre en fait beaucoup. Donc on peut, comme tu l'as dit, ça génère des souffrances et donc il faut pouvoir s'outiller pour les traverser. Mais on peut aussi l'apprendre positivement et en apprendre, être grandi en fait, que la santé sociale soit meilleure à la sortie de cette crise. Et donc, de quoi on peut apprendre? On peut peut-être se rendre plus sensible à des interdépendances qu'il y a entre les uns et les autres. On était peut-être déjà sensible à certaines, à d'autres moins, mais toutes ces interdépendances entre les uns et les autres, cette situation les amplifie et nous permet d'en prendre les mesures. Donc ça veut dire autant l'école, les fonctions essentielles dont on parle tout le temps, c'est une drôle de terminologie, mais et comment on en est dépendant, mais aussi les animaux, les forêts, puisque l'écosystème a beaucoup à voir avec la crise qu'on connaît. Et si on ne s'y attendait pas, c'est peut-être aussi un problème lié à certaines interdépendances. On n'a pas assez conscience. Donc ça, et puis aussi les interdépendances au sens des inégalités structurelles. C'est-à-dire que on dépend aussi les uns des autres au sens où moi j'ai des privilèges que d'autres n'ont pas. Enfin, tu disais, moi je peux faire du télétravail parce que j'ai un espace qui le permet ou parce que j'ai un type de travail qui le permet. D'autres font ce que je ne fais pas, par exemple être au supermarché ou dans les hôpitaux, etc. Et voilà, je terminerai juste peut-être par une chute qui est aussi la troisième chose qu'on peut peut-être essayer d'apprendre, c'est quoi la préparation du monde d'après. Donc, quel geste barrière en fait on a envie d'inventer, qu'on a déjà peut-être inventé, peut-être que les gens qui écoutent vont déjà témoigner de ce dont ils veulent plus et qu'ils ont déjà prévu d'arrêter de faire, même une fois qu'ils pourront le refaire. Je sais pas moi, faire du shopping ou je pourrais prendre un truc tarte à la crème. Mais aussi, on ne veut plus des politiques d'austérité. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont déjà... on voit des banderoles dans la ville, un peu partout. On ne veut plus des violences policières, etc. Donc, c'est aussi de quoi on ne veut plus dans le monde d'après. Ce serait aussi ça, un peu une piste aussi pour qu'on recueille les témoignages et qu'on réfléchisse ensemble à ce qui se passe dans la tête et le cœur et le corps des gens dans cette situation exceptionnelle, quoi. Mais justement, ça vient. Enfin, j'aimerais rebondir en tout cas sur ce que tu dis par rapport à justement aux éléments aux éléments positifs en fait qu'on peut ressortir de cette situation, parce que finalement on entend beaucoup parler de négatif, des difficultés, etc. Mais je pense qu'on peut quand même en ressortir certains éléments positifs, notamment le fait que je pense qu'on était dans un certain rythme de vie assez rapide en fait, avec une certaine routine, métro, boulot, dodo. Et donc du coup, ici, peut-être que le confinement peut nous servir, ou nous a servi en tout cas de se dire, ok, stop, là, à ce moment-là, voilà, c'est le moment de pouvoir se retrouver, de se retrouver avec soi-même dans un premier temps, et puis aussi avec ses proches, donc pouvoir profiter en famille, pouvoir profiter de ses enfants, et puis de soi-même, parce que dans un premier temps, avant de pouvoir profiter des autres, il faut pouvoir profiter de soi et avec soi, prendre soin de soi, se découvrir notre créativité, un instrument de musique, de la lecture, vraiment des choses qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude de faire en fait, finalement avant le confinement, et donc de le voir plutôt d'un point de vue positif et donc comme une espèce de parenthèse en fait. De petits stops, d'une pause. Voilà. Et alors, la dernière chose pour laquelle moi je souhaitais intervenir, c'était plus par rapport aux difficultés relationnelles.
Donc, effectivement, il y a énormément de thérapeutes qui me disent que, effectivement, il y a des patients qui les contactent et qui leur partagent les difficultés relationnelles, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, ou au niveau des colocations même parfois, par rapport au confinement, justement. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que c'est tout à fait normal. Mais que voilà, dans toute relation en fait de base, l'élément principal et central, c'est la communication. Et à partir du moment où cet élément est respecté en quelque sorte, je pense que toute relation peut bien tenir. Mais voilà, le fait d'être en confinement, c'est peut-être se retrouver toute la journée en fait avec les mêmes personnes, avec sa famille, avec ses enfants. Et voilà, si justement le confinement a engendré des émotions de type négative, on peut effectivement se dire que y a de plus en plus de conflits dans les familles, de plus en plus de conflits dans les couples, etc. Donc c'est choses pas faciles du tout. Mais voilà, l'élément central reste vraiment la communication, le respect de l'autre, le respect de ses besoins aussi, parce que voilà, chacun est différent, chacun a des besoins. Et voilà, et en cas de conflit, de se dire, ok, on communique, on peut utiliser la communication non violente notamment. Voilà, toutes sortes d'outils en fait qui peuvent aider la relation en fait à être maintenue. Voilà pour moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Mariam. La question du ressourcement est évidemment une question importante, à condition qu'on ne la délie pas des conditions spécifiques matérielles et psychologiques d'existence des uns et des autres. Il n'y a pas de confinement de type général. Il y a des confinements et des confinés. Et sans doute qu'il y a des gens qui sont pas qui étaient déjà confinés avant le confinement, que si on habite dans des petits espaces, que on est à plusieurs, qu'on n'a pas d'espace extérieur, qu'on est plus exposé à des contrôles quand on sort de chez soi. Mais c'est pas la même chose que si on est dans une maison avec chacun sa chambre à soi, son ordinateur à soi, qui permet de pouvoir de pouvoir jouer le jeu de cette, par exemple, continuité pédagogique pour les étudiants, que ce soit du secondaire ou donc. Je dirais qu'on peut poser avec intérêt cette question du ressourcement et voir comment on apprenne des choses les uns et les autres. Ça ne peut que se décrire et s'éclairer à partir des situations spécifiques. Mm-hmm. Moi, je reviens avec un élément technique. Je ne sais pas si toi, tu vois des questions ou pas, mais moi, je suis toujours non connectée à la page Facebook. Mais, Là, je vois juste que de plus en plus de participants nous rejoignent. Mais du coup, comme on a, je pense, fini toutes les deux notre intervention, on va peut-être tout à fait, il faut leur laisser la parole. Complètement, oui. Du coup, intéresse tout à fait de voir quel regard portent les uns et les autres, quel est le vécu propre, en fait, déjà du confinement et de la perspective de déconfinement. Oui. Ben voilà, on est preneuse de vos réactions, vos ressentis, vos émotions, vos questions éventuelles. On vous lit et on essaye d'y répondre en tout cas.
Ok, alors on a une première question, Mariam, que je vais lire, qui nous dit que... Waouh, ok. Alors, Sophie Wilmès disait lors de la dernière conférence de presse que l'éloignement physique est devenu insupportable. En quoi est-ce que c'est insupportable et en quoi le lien social est un besoin fondamental? Je ne sais pas si tu veux y aller, alors je complète, ou alors comme tu le sens. Non, ça c'est la question pour les praticiens du lien comme toi. Hein. Ok, alors j'y vais. Et alors si tu veux compléter... Oui, bien sûr. Ouais. Ok, nickel. Alors moi, ce que je dirais, c'est que je pense qu'on l'a assez bien précisé au début du live, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne a des besoins différents du coup. Et donc du coup, je pense que l'éloignement physique peut être insupportable pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Mariam précisait que chacun a et aurait une vision du confinement et une vision du déconfinement. C'est très juste à redire là ici, étant donné que certains auront besoin de revoir des amis, etc. D'autres pas. D'autres peuvent trouver les solutions comme Zoom, Teams, Skype. Donc voilà, pour eux, ça peut être... voilà, ça peut suffire en tout cas. Maintenant, en quoi est-ce que le lien social est un besoin fondamental? Il ne faut pas oublier qu'il fait partie de la pyramide de Maslow et se situe donc du coup au 3e niveau, donc au besoin d'appartenance. Donc voilà en quoi est-ce que c'est un lien, c'est en tout cas un besoin fondamental. Voilà. Alors, on a un autre commentaire. Juste pour compléter ton... Oui, pardon, excuse-moi. Oui, ton intervention, que je vais dire, il y a des structures sociales de départ qui vont nous ancrer dans un type de proximité ou d'éloignement. C'est-à-dire que la norme pour quelqu'un qui habite dans un petit espace, ça va être la proximité physique. La norme pour quelqu'un qui habite dans un très grand espace, ça va être un plus grand éloignement. Et donc, si on veut, je vais dire, caractériser aussi un peu socialement cette affaire, c'est-à-dire il faut se dire que quand Sophie Wilmès parle, c'est à partir d'une situation élitaire, bourgeoise, où au fond on est à la recherche de proximité physique, parce que la plupart du temps on a beaucoup d'espace à soi. D'accord ? Donc ça, c'est ça qui est aussi intéressant de décoder dans ce genre de discours, c'est que la disposition d'une chambre à soi, d'un espace à soi, c'est déjà un privilège de classe, en fait. Donc, après, on peut saluer les gens qui, déjà, tout le temps habitent dans la promiscuité, dans des espaces très réduits et qui nourrissent par situation de confinement l'entraide, la solidarité. On peut le saluer, mais on ne peut pas le lire de la même manière ces différentes situations. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme espèce de norme de ce qui est considéré comme normal derrière, alors que ça ne l'est pas. Mm-hmm. Je t'ai interrompu, tu étais en train de dire qu'il y avait une autre question. Non, c'est correct. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai pas demandé de compléter. Là, je pense que c'est une remarque ici. Il faudrait une liste de spécialistes de la santé, c'est qu'on pourrait consulter afin de la partager sur Internet. Effectivement, ça peut être une... J'ai pas compris. Une bonne idée. Moi, je comprends qu'il faut une liste de spécialistes qui sont sûrs pour les spectateurs et qu'on pourrait consulter et partager sur Internet. Je ne sais pas si, Salwa, tu sais
préciser peut-être ta demande, quand je le verrai plus tard. Quel type de spécialiste? Parce que sinon, là, ici, sur la page Team, il y a quand même pas mal de lives qui ont été faits et qui sont encore disponibles. Voilà. Ce qui est très intéressant dans cette expérience de proximité, d'éloignement physique, évidemment, c'est le fait que le prendre soin des uns et des autres peut-être prend un sens très différent et très particulier, très amplifié, connaît un certain climax. Et on redistribue les cartes du prendre soin, là où s'embrasser était normal, toute une série d'attitudes étaient conventionnellement codifiées et ne s'inscrivaient sans doute pas dans un prendre soin particulier. C'était plutôt des gestes machinaux en fait de la vie sociale. Ici, se prendre soin passe par le fait de trouver des manières de réguler les contacts les uns avec les autres pour les prémunir, pour préserver la santé des uns et des autres. Et donc, à partir de ce point de départ, évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui sont importantes, comme la gestion étatique de la distribution, ou plutôt de la non-distribution des masques, la surexposition des personnes qui sont en première ligne dans les hôpitaux, dans les supermarchés. Par exemple, là, c'est une gestion étatique qui a témoigné d'un non-soin plutôt. Je lisais aussi, il y a aussi des témoignages intéressants par des collectifs divers sur comment trouver des modes d'emploi qui nous permettent de nous équilibrer entre les deux extrêmes que sont la désinvolture et le fait de se rendre, de ne pas corriger ses comportements en termes de contact les uns avec les autres, d'être à 12 sur une pelouse, ou cet extrême-là, et l'autre extrême qui est la toute coupure, c'est-à-dire la coupure radicale, des formes de paranoïa qui vont couper, par exemple, les familles nucléaires dans leur propre espace. Donc, je disais qu'il y a des textes intéressants qui ont été écrits sur le fait de trouver à s'équilibrer et définir pour soi-même qu'est-ce qui est comportement à risque et qui donc n'est pas dans le prendre soin. Et qu'est-ce qui, au contraire, peut y entrer? Est-ce que, par exemple, on peut créer des réseaux avec plusieurs personnes où on décide qu'on peut s'exposer? Par exemple, je vais voir ma grand-mère, mais en prenant les précautions pour lui apporter des courses, ce qui a été un mouvement qu'on a vu dans les quartiers populaires, notamment des jeunes ont livré pas mal de colis chez les personnes. C'est un des exemples. Ou même entre parents, par exemple, de différents enfants, pouvoir se relayer pour assurer la garde des enfants et permettre aux uns aux autres de faire du télétravail, puisque c'est quelque chose... On a parlé du télétravail dès le départ, comme si ça allait de soi, dans un certain déni, en fait, du travail... féminin surtout, mais du travail à la maison, reproductif, qui consiste à s'occuper des enfants, faire le ménage, faire à manger, etc. Donc, sur cette question de la proximité de l'éloignement, c'est qu'on on a dû et on essaye de trouver des modes de prendre soin dans cette situation qui sont
qui sont innovants et qui évitent cette espèce d'alternative infernale entre tout et rien, tout contact et aucun contact. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps. D'accord. Alors, du coup, alors, il y a une question par rapport aux réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans le maintien du lien social. Zoom, Skype, WhatsApp nous permettent de garder un contact visuel, faute de lien physique. Que dire des personnages qui n'y ont pas accès et qui vivent une double exclusion sociale due à la fracture numérique? Mais comme je le disais, en fait, par rapport à la question précédente du lien social, et que ce soit un besoin primordial pour certaines personnes, je pense que Sophie Wimes parlait aussi justement de ces personnes qui sont en quelque sorte victimes de la fracture numérique, parce que à défaut de se voir physiquement, effectivement, WhatsApp nous permet de se revoir, de toujours avoir un contact, de pouvoir s'appeler. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter. Sinon, je pense avoir vu une question pour toi plus bas. Pour moi. La personne a précisé, je pense. Alors, effectivement, de me battre pour essayer d'avoir accès directement, mais j'arrive pas. Mais c'est pas grave. Je te la lis. Effectivement, la crise sanitaire a mis en lumière de nombreuses problématiques sociales et risque de se solder par une crise sociale. Comme Mariam l'a dit, certains n'arrivent pas à y voir du positif. Auriez-vous des pistes? Et je pense que cette question revient quand même pas mal de fois. Donc ça, je pense que ça m'est destiné. Et alors on me dit, donc, pour Mariam, penses-tu que cette crise sociale pourrait se concrétiser? Et si oui, comment? Entre parenthèses, selon moi, c'est déjà le cas. Prenons l'exemple des titres-services et de la précarité de ce type d'emploi accentuée depuis cette crise. Imagines-tu que les politiques sociales pourraient y répondre? Et donc moi, bon, je n'ai pas ma boule de cristal avec moi, mais je dirais que si on écoute toutes les tous les groupes, et notamment dans les secteurs professionnels qui vient d'être cité, qui est le secteur du soin, le secteur de l'alimentation, si on voit le nombre de manifestes, de textes collectifs qui circulent, je pense que il y a en tout cas une colère qui gronde, et que ça, il n'y aura pas je veux dire, je doute que ça solde par une amnésie. Je pense que cette colère-là, je suppose que les psychologues vont parler en termes de traumatisme. Et puis, je veux dire, il y a par ailleurs une réalité d'exposition certainement à des burn-out, à des contre-coups dans le corps de tous ces soignants qui sont maintenant sur une espèce de ligne de front depuis des semaines. Mais je suis assez je suis assez persuadée que cette parole-là qui est de plus en plus déliée, et cette colère-là va pas s'étouffer. Après, comment est-ce que les politiques vont être réorientées et comment le rapport de force par quoi va se solder ce rapport de force, ça on pense que personne ne le sait. Et puis bon, il y a aussi le fait que il y a d'un côté, il y a les grandes
les grandes décisions structurelles de type gouvernemental. Et puis après, il y a aussi toutes les micro-situations locales qui ont été de solidarité, de conscientisation, d'appels qui ont été générés et qui vont continuer, à mon avis, à avoir une vie dans voilà, l'après-confinement, dans l'après-Covid. Mm-hmm. Est-ce que ça peut? Non. Je vois qu'il y a des gens qui essaient de m'aider pour... Nickel. Moi, je vais revenir enfin, de la même personne, la question. C'était donc du coup, et elle est arrivée plusieurs fois, mais posée de différentes manières. C'est des pistes. Personne, la question. C'était donc du coup, et elle est arrivée plusieurs fois, mais je m'entends, c'est chez toi de différentes manières. C'est des oui, pistes. Je vais mettre sur silence. Voilà. Pardon. C'est perturbant. Et donc du coup, c'était de donner des pistes pour ceux qui n'arrivent pas à y voir du positif. Alors moi, les pistes que je donnerais pour y voir du positif, c'est justement de prendre du temps pour soi, de se recentrer, de se ressourcer. De quelle manière? Alors, je pense qu'on est en confinement, mais on peut toujours aller se balader, donc aller en forêt. On sait que les bains de forêt ont un très bon impact sur nous. Je dirais ceux qui veulent rester chez eux, qui puissent chercher en fait ce qui peut leur faire plaisir et vraiment augmenter ça. Dans le sens où, par exemple, j'aime bien faire du coloriage, en fait, tout simplement colorier des mandalas, ça permet de me déstresser, de me calmer, de passer du temps avec moi-même. D'écrire, de lire, vraiment de pouvoir se centrer sur soi et se dire ok, je ressens telle et telle émotion. C'est déjà très très bien de pouvoir les identifier. Et une fois identifié, de se dire pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Et l'acceptation en fait des émotions va faire que a priori ça ne va pas voilà, devenir négatif, étant donné que vous aurez donné de l'attention à vos émotions. En tout cas, c'est les pistes que je peux vous donner. Vraiment profiter pour prendre soin de vous de la meilleure des manières, parce que vous êtes important finalement. Et donc, du coup, ça permettrait d'éviter de s'effondrer sous effectivement toutes les choses négatives qu'on entend. Il n'y a rien qu'à allumer la télé toute la journée et avoir le journal toute la journée. Voilà, ça peut vraiment nuire, quoi. Voilà. Alors, je ne retrouve pas au niveau des questions. Oui, alors comment garder la tête sur les épaules quand on voit tant de monde dans une telle atmosphère? Voilà, je pense que j'ai répondu ici tout de suite. C'est de pouvoir justement gérer ses propres émotions. Comment est-ce qu'on gère ses propres émotions? C'est en les acceptant, en les identifiant et en se demandant pour quelles raisons est-ce qu'on les ressent finalement. Il y a la pleine conscience qui est vraiment pas mal pour pouvoir gérer ses émotions. Je pense que au niveau de YouTube, il y a pas mal de vidéos qui sont accessibles par rapport à la pleine conscience. La pleine conscience, finalement, elle vient apporter tout ce qui est bienveillance, non-jugement, gestion des émotions, gestion du stress. Il y a aussi pas mal d'applications aussi que vous pouvez télécharger sur smartphone et qui justement proposent des petites méditations. Donc moi, c'est les petites pistes que je donne. C'est la bataille des questions. Alors, je n'ai pas su écouter le début du live. Pouvez-vous répéter, si vous l'avez dit, quelles seront peut-être les conséquences mentales et dans les rapports sociaux après ce confinement? Alors, en résumé, ce que je disais, c'était que d'un point de vue des conséquences mentales, on pouvait avoir à rencontrer des difficultés psychiques, dans le sens où le confinement pouvait nous amener à être angoissés,
à ressentir toutes sortes d'émotions qui ne sont pas nécessairement joyeuses. Et voilà, le confinement nous est tombé un peu dessus, dans le sens où on n'a pas su, on n'a pas choisi en fait en quelque sorte de devoir s'adapter en fait finalement au télétravail, à l'école, au fait que les enfants ne soient plus à l'école, etc. Donc voilà, ça c'est pour moi les conséquences mentales qui ne sont pas négligeables. Par rapport aux rapports sociaux, par contre, ce qu'on disait, c'était que, et je pense qu'il y a quand même pas mal de questions qui reviennent là-dessus, et je l'ai traité un petit peu au début, c'est de se dire que, enfin moi, il y a nombreux collègues qui me disent que de nombreux patients font des demandes par rapport à de la thérapie de couple, de la thérapie familiale, et tout ce qui tourne autour de la relation. Et en fait, finalement, ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'était normal pour les personnes qui n'étaient pas habituées en fait, à vivre ensemble, en fait, finalement, parce que pris par leur routine, c'est compliqué. Et là, ils se retrouvent ensemble toute la journée et voilà, ils se découvrent quelque part. Alors pour ces personnes-là, effectivement, ça peut être très compliqué en fait, de se dire, ok, en fait, je ne connaissais pas la personne. Maintenant, je pars du principe que toute relation doit être basée sur la communication, qui est un fondement, le respect de l'autre, le respect de ses besoins, parce que chaque personne est différente, etc. Mais effectivement, le confinement a pu avoir des conséquences sur les relations. Ici, la piste serait vraiment la communication et la communication. Maintenant, pour des personnes qui, justement, ne rencontraient pas nécessairement de difficultés ou alors se connaissaient assez bien et voilà, ça a pu peut-être être un soulagement, finalement, dans le sens où, comment dire, où le fait de tous travailler, de tous être à l'école, etc., on avait un tout petit peu de temps pour pouvoir se retrouver. Et donc, du coup, ici, le confinement a peut-être permis de passer plus de temps en famille, plus de temps avec les enfants, plus de temps en couple, et donc, du coup, améliorer quelque part la relation. Donc, ce qu'on disait aussi au début, c'est que rien n'est figé et chaque situation est différente. Donc, je pense qu'il y a des pour, des contre, des points positifs, des points négatifs. Voilà. De nouveau, pour être sur un plan, pendant que tu regardes les autres questions, pour être sur un plan plus sociétal, comme tu l'as dit, hein, du point de vue des relations interpersonnelles, c'est une expérience intéressante parce que ça permet peut-être de voir qui on continue de voir, qui on ne voit pas. Ça exacerbe évidemment les sentiments de privation. Au contraire, ça peut montrer que finalement certains liens n'étaient pas si importants. Ça permet aussi un recentrage sur la famille et sur les relations filiales, certainement. Après, sur un plan plus sociétal, et dans le prolongement de ça, parce que c'est pas en discontinuité, au contraire, c'est en continuité, ce qui est très intéressant, c'est comment ça permet peut-être à chacun de se rendre plus sensible, comme je le disais au début de ce live, à des relations d'interdépendance plus largement au-delà de sa sphère micro, interpersonnelle. Et pourquoi c'est en continuité? Mais je prends un bête exemple. Si on s'occupe, si on passe plus de temps avec son enfant, c'est parce que donc les cours sont suspendus, c'est parce que l'école est fermée, c'est parce qu'il n'y a plus des instituteurs, des employés du monde extrascolaire, des animateurs, des surveillants, des gardiennes qui s'en occupent. Et donc, si ça va de soi, bien sûr, et que j'imagine que bon nombre de gens en avaient déjà conscience, on ne peut pas ne pas avoir une plus grande sensibilité aujourd'hui à ces liens d'interdépendance cruciaux. C'est-à-dire, moi, je peux aller au travail parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de mon enfant à l'école. Et donc, ces deux groupes sociaux que nous sommes, ceux qui font... qui sont dans la sphère pas
qui sont dans la sphère de production, qui ne sont pas dans la sphère de reproduction, c'est-à-dire tous les groupes sociaux et tous les groupes professionnels qui s'occupent de l'éducation des enfants, eh bien, nous sommes dans des liens d'interdépendance très fortes. Et donc, cette situation nous rend plus sensibles à ces liens d'interdépendance. Et c'est très intéressant parce que ça met en évidence, évidemment, et la question du genre, puisque on sait que ce sont des secteurs hyper féminisés. On sait qu'aujourd'hui, ceux qui sont surexposés au virus, enfin pas aujourd'hui, depuis le début, ce sont pour une majorité des femmes, puisque que ce soit les caissières, les infirmières, ce sont des femmes qui sont concernées. Mais aussi la question de ce en sociologie on appelle la variable de la race est très importante, puisqu'il y a une surreprésentation des descendants de migrants ou des immigrés dans ces mêmes fonctions. Donc je pense que c'est à un titre plus macro-sociologique, à une échelle plus macro-sociologique, ce moment exceptionnel, on gagne à se rendre beaucoup plus sensible, et au-delà, dans le monde d'après également, à ces grands liens d'interdépendance. Je parlais aussi au début du live des animaux, des forêts. Ce sont des lointains qui sont très proches, en fait. Pour nous, ADN urbain, ça peut être... mais j'imagine que pour beaucoup de gens qui nous écoutent là, ils se sont mis à lire sur qu'est-ce qui a déclenché ce virus, les déforestations, le fait de ne pas permettre à certaines sous-espèces animales de vivre dans leur propre environnement, à créer des migrations de lieux de vie vers d'autres lieux de vie et des désordres dans l'écosystème. Donc, c'est très intéressant à ce titre-là aussi, de voir que l'écologie, c'est pas juste un label de parti politique. On est engagé dans ces mondes qui mettent en relation les espèces entre elles, les sous-espèces humaines, sous-espèces animales, et que c'est pas la dernière fois. C'est sans doute même que c'est beaucoup de gens qui sont des spécialistes de ces matières-là prédisaient déjà ce type de désordre avec le système mondialisé dans lequel on vit, néolibéral et mondialisé dans lequel on vit. Donc ça ne peut que nous rendre plus intelligents sur les interdépendances mondiales que de vivre ça aujourd'hui. Parce que ça nous fait sans doute penser à des choses auxquelles on ne pensait pas forcément avant de vivre. C'est clair. La cohabitation entre la chauve-souris et l'humain, par exemple. Je propose de reprendre... Je ne vais pas faire ça dans l'ordre, mais je propose de reprendre, moi, une question. Très bien. Parce qu'après, tu en as vraiment pas mal qui t'attendent. On n'a plus que... Il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Là, je viens de beaucoup parler. Peut-être j'ai répondu en parlant à certains éléments dans les regards, peut-être aussi. Oui. Moi, je pense avoir répondu quand même à donc, que peut-on mettre en place pour garder une atmosphère sereine avec les personnes vivant avec nous durant ce confinement. Moi, je pense que tout part de nous-mêmes. Et donc, pour répéter par rapport à la relation, c'est vraiment la communication qui est importante. Je pense que dans une relation, c'est aussi bien de pouvoir mettre les choses à plat et de pouvoir dire quelles sont nos attentes, quels sont nos besoins. Et alors, autre chose, c'est de surtout, en fait, pouvoir avoir des moments pour soi-même. Mariam, tu disais là, tout à l'heure que dans une maison où il y avait promiscuité, c'était par exemple compliqué d'avoir du temps pour soi.
mais là où chacun a sa chambre, etc., je pense que d'avoir un espace pour soi-même et pouvoir, à certains moments de la journée, pouvoir se retrouver avec soi-même et prendre soin de soi-même, je pense en fait qu'en prenant soin de soi, ça a d'office un impact en fait sur la relation avec l'autre, d'une certaine manière. Voilà un petit peu pour ce que je voulais dire. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, il y avait... Alors, et celle-là, je pense que c'est pour toi. Est-ce que le modèle du lien social n'est pas ce que démontrent les jeunes issus des quartiers populaires, entre guillemets la solidarité? Sinon, si quelqu'un a de la Suékia, entre autres, je suis preneur. Attention au diabète. Est-ce que donc le modèle, répète un peu la question. Est-ce que le modèle du lien social n'est pas ce que démontrent les jeunes issus des quartiers populaires, la solidarité? Attends, parce que je pense avoir lu en fait une question qui était redondante, et peut-être que je peux te la dire aussi, et alors répondre aux deux, parce que je pense qu'elles sont vraiment similaires. Le confinement me semble exacerber et questionner en arrière-fond ce que signifie être chez soi, avoir un espace à soi. Or, on sait et on peut observer que les jeunes, entre autres, et ceux de certains quartiers bruxellois, par extension, se sentent parfois chez eux davantage dans l'espace public, surtout si leur confinement contextuel s'ajoute à des conditions de logement, espace de vie confiné. Quel regard peut-on porter sur les appropriations actuelles et les futures appropriations de cet espace public de la part des jeunes? Je pense qu'elles se relient un peu. Hein. Oui, c'est en tout cas c'est intéressant et c'est riche en même temps. Surtout vers la fin, là, il y a encore une nuance supplémentaire. Si tu peux me le relire, quel regard est-ce qu'on peut porter sur l'appropriation? Les appropriations actuelles et les futures appropriations de cet espace public de la part des jeunes. Ah oui. C'est intéressant de voir cette question qui est posée sur les changements ou les transformations de rapport à l'espace public que le Covid peut générer ou occasionner. Sur la définition du chez-soi, oui, on a depuis le début parlé du différentiel en fait de rapport à l'espace, de facto, parce que les conditions matérielles d'existence sont violemment contrastées, hein, surtout à Bruxelles, qui est une ville extrêmement dualisée, ségrégée sur le plan urbain. On peut même pas parler d'un même mot en disant espace pour caractériser les lieux d'habitation et les conditions en fait d'habitation des uns et des autres. Mais pour la référence aux jeunes dans les quartiers pauvres, populaires comme on dit, l'espace public est une extension de l'espace privatif par la force des choses, puisqu'à défaut d'avoir chez soi la possibilité de recevoir ses amis, etc., dans son jardin, c'est normal de descendre en bas de chez soi. Après, il y a toute une... au départ d'un manque, je vais dire, matériel, il y a toute une créativité et toute une conscience collective très belle qui existe et qui a inventé et qui se prolonge dans la culture jeune en fait. Jarry qui tient les murs, le hip-hop est né du fait de partager des moments aussi dans les espaces publics et à faire des sons ensemble. Donc, alors ça c'est clair. Donc il y a une extension. Le chez-soi peut être le bas des blocs. Et après,
pour le meilleur et pour le pire. Donc, je viens de dire le meilleur, mais donc le pire, c'est ce qu'on sait de la surexposition de ces jeunes au contrôle policier, au quadrillage de l'espace public. Et on en a vu un tragique exemple avec le meurtre de Adil, la mort du jeune Adil Anderlecht. Ce n'est pas une question c'est pas un accident tragique, c'est un résultat prévisible de quelque chose de structurel qui était déjà en place et dont le confinement a permis des débordements. Alors, ce que je trouve spécialement, je vais dire, encourageant, pour ne pas utiliser un terme trop non plus positif, mais ce que je trouve spécialement encourageant aujourd'hui avec cette situation de confinement, c'est que l'activateur des réseaux sociaux, les énergies des jeunes, pour moi, je n'avais pas vu encore un tel effet d'entraînement avec le recueil des témoignages, avec la circulation des vidéos, avec dans les marolles l'auto-témoignage du jeune qui a été contrôlé violemment, dont on a arraché les dreadlocks, le témoignage de sa sœur, sur Insta, tout ce qui a pu tourner. Et alors, surtout, ce que je crois, en tout cas moi je n'ai pas vu l'équivalent dans le passé à court terme et à moyen terme, c'est le relais de ces réseaux sociaux vers les médias mainstream. C'est-à-dire qu'on a vu sur la RTBF, au JT, un relais de ce regard-là, qui est le regard qu'ont fait exister les réseaux sociaux. On en a vu un relais dans les médias mainstream. Et ça, je trouve que c'était quelque chose d'encourageant et que les violences policières, qui ne sont pas du tout quelque chose de nouveau, ont peut-être reçu un éclairage un peu nouveau de par la force de mobilisation des jeunes et de leurs témoignages et la circulation de ces témoignages dans différentes sphères médiatiques. Il y a Ikram en backstage qui fait le relais aussi des questions sur mon WhatsApp en direct. Doucement clôturé. Je suis désolée, du coup, on ne va pas pouvoir reprendre toutes les questions. Par contre, ces questions-là, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça permet ce que je disais aussi au début, d'être archivés comme des traces, en fait, des récits des uns et des autres, qui documentent en fait le présent et qui le documentent, je disais, autrement que par les chiffres qui tombent chaque jour à la télé ou par voilà, le mot d'ordre de la reprise de la vie normale. Peut-être une dernière... je propose qu'on conclue là-dessus. Après, je pense que c'est vraiment... chacune, comment est-ce qu'elle pense, chacun, comment est-ce qu'il pense. On nous dit déconfinement précipité ou bonne idée. Moi, ce que je pense, c'est... il y a encore des questions... Non, ça va. C'est des commentaires qui nous disent merci et qui disent que c'est un sujet super intéressant. Donc, du coup, par rapport au déconfinement, moi, je suis partagée. Je me dis que ça peut être une bonne idée pour des gens qui souffrent, par exemple, de la fracture numérique,
ou qui ont ce besoin vital d'avoir des relations physiques. Et en même temps, précipitée parce que je me dis que finalement, là, le fait d'avoir été confinée pendant un certain moment a fait que, montrer ses preuves quelque part. Après, je pense vraiment que le virus, en fait, finalement, ne s'est pas envolé. Donc, du coup, il est toujours là. Il ne faut pas oublier qu'on est peut-être porteur et on est asymptomatique, donc on ne le sait pas. Et surtout, par rapport au déconfinement, est-ce que réellement, déjà dans un premier temps, est-ce qu'on a réellement respecté le confinement? Est-ce qu'on on est vraiment resté chez soi, on a évité les contacts sociaux, etc. Dans un premier temps. Par rapport au déconfinement, par rapport au fait que là aujourd'hui on est autorisé à voir 4 personnes, et ces 4 mêmes personnes doivent eux aussi voir les mêmes personnes, etc. Et donc du coup je me dis en fait dans quelle mesure est-ce que le fait de déconfiner et de pouvoir garder donc 4 contacts va être respecté en fait. Donc si c'est respecté, je me dis pourquoi pas effectivement, et en même temps on est à l'abri de rien. Et si c'est pas respecté, je me dis mais il y aura sans doute une deuxième vague quoi. Mais voilà, moi c'est ma propre opinion personnelle par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mariam. J'ai pas vraiment d'avis arrêté sur la question, et puis aussi parce que je vois que dans les modèles nationaux divers qui ont été qu'on a vus en classe, ça dépend de la combinatoire en fait des éléments. Ici, le déconfinement, évidemment que ça va quand même permettre peut-être d'éviter des désastres d'ordre matériel pour certaines catégories de travailleurs. Après, si ça ne se combine pas avec la possibilité d'ouvrir les écoles, ça pose des questions sur la faisabilité. Et puis surtout, le déconfinement, ça dépend aussi de la gestion du traçage et du testing qui va avec, parce que ça, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, et puis ce n'est que le début, donc on n'a pas assez de recul pour voir comment ça va se passer. Mais un déconfinement qui donne des fruits devra pouvoir s'accompagner du testing et du traçage, mais dans le respect d'une déontologie et dans l'évitement d'une sociosurveillance au détriment de certains groupes. Donc ça, c'est... j'ai pas vraiment d'avis encore là-dessus. Merci. Je crois qu'on arrive tout doucement à la fin du live, plus aussi doucement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour clôturer, ou alors... Non. Okay. J'ai pas de... Ok. Moi non plus. Si ce n'est que ça m'a fait vraiment plaisir de partager le live avec toi. Je remercie Tim pour son invitation. Et alors, tous les spectateurs qui nous ont suivis et qui nous ont posé leurs questions et puis qui nous ont encouragés. Donc voilà. Oui, merci à toute l'équipe, à Ikram, à Ibrahim, si je ne me trompe pas, et à Lucie, et à toute l'équipe de TIN, de l'invitation et d'avoir permis. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir les commentaires et les questions aussi en direct pour suivre plus intensément le fil de durée déroulement.
Mais oui, merci à tout le monde et merci à toi, Leïla, aussi, pour l'animation de la session. Donc, on va lever la séance alors? Ben oui. D'accord. Et merci à tout le monde pour les questions.